Allez, l'enregistrement commence. Alors bonjour tout le monde, on se retrouve pour un rendez-vous agri, donc un petit peu spécial étant donné qu'il va se passer en différé. Petit problème avec YouTube, donc voilà, on va tout simplement, on l'a tout simplement enregistré et on va pouvoir vous le diffuser après. Donc voilà, alors je me trouve quand même en bonne compagnie et donc j'ai la chance d'avoir Caroline et puis Jean-Baptiste, voilà, qui vont nous présenter leur projet. Alors bonjour. 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 Alors donc, vous êtes en train de mettre en place un projet donc, de fabrication de pâtes sur l'exploitation à partir des produits de la ferme. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi, comment et comment vous avez mis en place voilà, ce projet. Et bon, avant de commencer, donc, je voulais rappeler ce qu'était le rendez-vous agri. Hein. Donc, ça fait 3 mois que voilà, j'étais en pause, étant donné qu'il y a eu la moisson, il y avait les vacances, il y a eu aussi la reprise et la rentrée, mais je n'ai pas tout de suite redémarré. Planning un peu chargé avec la préparation du bouquin aussi, donc qui va arriver bientôt. Et donc, voilà, le rendez-vous agri, donc c'est tout simplement un enregistrement théoriquement en direct, mais là, c'est fait pas en direct. Donc, vous l'avez sur YouTube en différé, tout simplement. Et puis, vous avez la possibilité de l'avoir en podcast. Alors, c'était jusqu'à maintenant quasiment l'un des seuls podcasts, mais on s'est fait doubler, entre autres, par le co-farming, mais ça, on en reparlera peut-être avec Jean-Baptiste. Je sais pas qui c'est. Voilà. Et il y en a quelques-uns d'autres d'arrivés sur le milieu de l'agriculture. Je sais que Ternet en a sorti un, il y a la ferme digitale qui en a sorti un, j'en ai encore vu un autre, donc ça fait qu'on arrive à être quand même 4 ou 5 maintenant sur, j'allais dire sur les médias, et tant mieux, parce que c'est vrai que parler d'agriculture, il vaut mieux en parler à plusieurs, et donc c'est toujours intéressant. On voit que le mouvement du podcast commence à intéresser du monde, et ça c'est tant mieux, parce que c'est vrai que c'est un bon support, je pense, pour pouvoir se dégourdir les oreilles, même quand on est en tracteur ou en voiture, et puis continuer à apprendre des choses plutôt que d'écouter bêtement la radio. Donc voilà. Donc là, le sujet du jour qu'on va voir, ça y est, je l'ai perdu vu que j'ai changé ma page. Donc c'est fabriquer des pâtes pour se diversifier. Hein. Donc c'est le numéro 34. Et je vais arrêter de parler pour laisser la parole donc à Caroline et puis Jean-Baptiste qui vont nous expliquer un peu déjà pourquoi vous avez eu cette idée. Je ne vais pas dire saugrenue, mais j'allais dire un peu originale, parce qu'on ne voit pas des producteurs de pâtes à tous les coins de ferme. Et comment vous est venue donc cette envie de produire un produit fini destiné aux consommateurs? Ah oui, tiens, pourquoi? Pourquoi? Déjà, on est deux. Et c'est aussi ça, c'est une complémentarité entre deux profils, avec d'un côté D'accord. un agriculteur Moi. qui a ses propres motivations d'un côté, et moi qui ai un profil issu du milieu agricole et bien baigné dans ce milieu-là. Moi, j'ai une expérience en agroalimentaire sur la partie commerciale et marketing. Donc moi, de mon côté, en tout cas, il y avait une envie d'entreprendre et puis une envie de tout simplement continuer de valoriser les produits de notre belle agriculture française. Et finalement, quoi de mieux que de faire ça avec son partenaire pour une belle aventure avec des motivations communes. Ouais. Et puis moi, en fait, ça fait déjà 13 ans que je suis installé agriculteur sur l'exploitation des parents, enfin de mes parents. Et en fait, bon, j'ai d'autres boulots à côté, donc du coup, je suis un peu pris. Mais j'avais toujours envie, tu vois, en moi d'aller au bout du projet, d'aller créer plus de valeur sur la ferme. Et puis là, puis en plus, comme ces derniers mois, dernières années, on se fait un peu tacler aussi sur l'agriculture, j'avais envie de démontrer, moi, que ce que je faisais, c'était pas n'importe quoi, que je me levais pas le week-end de bonne heure ou le soir tard pour aller traiter. J'avais des vraies raisons et techniquement, j'essaye de faire ça bien. Et puis, du coup, en rentrant de vacances, un coup, on s'est dit, on était là, sur l'autoroute, là, on dit, qu'est-ce qu'on ferait bien ensemble? Caroline, son boulot, ça n'allait pas trop à côté. On se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ça? Alors, au début, on était parti sur les glaces. Mais alors, moi, je fais pas de lait. Donc, du coup, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. On aimait bien les glaces, mais moi, ça n'avait pas d'intérêt. Et puis, au fil de la route, glaces aux quelques céréales. kilomètres. Ouais.
C'est parce que j'aimais bien les glaces. Et puis, au fil de la route, tu vois, 50 km plus loin, on s'est dit, mais non, on aime bien les pâtes, on n'arrête pas d'en manger, les pâtes, on va faire des pâtes. Voilà, tout le monde mange des pâtes, c'est pas un problème de religion, on va faire des pâtes. Voilà. C'est ça. Et c'est un produit qui est relativement peu transformé finalement, qui est assez proche de la matière première, le blé, et ça laissait quand même pas mal de place pour pouvoir parler de tout ce qu'on avait envie d'évoquer et parler d'agriculture. On parlait des podcasts, ce sera sous une autre forme. Nous, on prend le produit comme prétexte pour parler des pratiques agricoles. Donc, c'est un prétexte à discussion avec le grand public, quelque part, pour renouer aussi avec ce qu'on faisait peut-être il y a très, très longtemps, c'est-à-dire de contacter j'allais dire, l'acheteur final, même si là, j'imagine que dans la démarche, ça ne va pas être forcément une vente directe à la ferme, quoi. Il va y avoir certainement d'autres choses. Et bon, je me rends compte tout simplement qu'en démarrant, j'ai oublié de vous laisser vous présenter quand même un petit peu plus. Donc, dites où vous êtes situé au niveau de l'exploitation, qu'est-ce qu'elle fait en surface, et puis qu'est-ce que vous avez vu comme formation précisément, l'un comme l'autre, pour pouvoir vous lancer un peu là-dedans après, quoi. Et ben l'exploitation, c'est tout. C'était parce que c'était un petit teaser teasing, hein. L'exploitation, en fait, l'exploitation, elle est dans la Marne, à Cézanne. Donc c'est le début de la Brie, limite Brie, Champagne. Je tourne autour des vignes et des bois, quoi. Et c'est pas du tout une ferme à blé dur, hein, puisque pour faire des pâtes, je me suis mis à faire du blé dur. C'est plutôt une ferme un peu compliquée, ancienne ferme d'élevage qui a été drainée. Et puis, donc en parallèle, moi, je suis aussi, je suis responsable de Wheezy Farm et je suis aussi président de l'association Co-Farming. Tu as fait un petit cliché tout à l'heure. Voilà. Voilà pour moi. Après, moi, j'ai une formation pure agricole, quoi. Voilà, avec un BTS Axe. Et je me suis installé relativement vite après mes parents parce qu'il y avait quelques petits soucis de santé. Donc, je me suis installé de bonne heure. Voilà. Me concernant, moi j'ai eu un parcours, alors j'ai fait mes études d'ingénieur en agriculture, mais spécialisée en agroalimentaire particulièrement et sur la partie commerciale. Donc c'est ça qui m'a emmenée à travailler pour des entreprises agroalimentaires, mais plutôt proches du monde paysan. Alors en travaillant chez Bonduelle, donc dans les légumes et dans une laiterie familiale, Riant, dans le Berry. Donc voilà, j'ai vu les légumes, j'ai vu le lait, je passe aux céréales. Ouais, et puis tu es fille d'agriculteur et sœur d'agriculteur, enfin, ça te connaît quand même. Oui, oui, on baigne dedans. Voilà. Un petit peu baigné dans le milieu, quoi. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous a… Alors, on a bien compris que c'était en rentrant voilà, et en voiture que vous avez décidé tout à coup de faire des pâtes. Mais j'imagine que pour partir dans un projet comme ça, une fois que l'idée, entre guillemets, parce que c'était sûrement pas une décision, mais l'idée était lancée, quelle démarche vous avez fait? Comment vous vous êtes renseigné sur la fabrication? Est-ce que vous connaissiez déjà ou est-ce que vous avez découvert un peu ces procédés? Non, enfin, je pense qu'on ne connaissait pas plus que ça, mais on était quand même, il nous restait à peu près 200 km. Donc, si tu veux, on a été bien motivés les 200 km qu'on suivit. Si tu veux, sur la route, à regarder ce qui traînait sur Internet, tu vois, parce que quand il y a une idée qui nous passe par la tête, on y va. On passe par Internet, tomber sur une étude de marché qu'avaient fait des jeunes d'une école d'ingénieurs, se dire, ah ouais, c'est pas si mal, faire un petit calcul vite fait de rentabilité, se dire, ah bah tiens, c'est peut-être un produit qui économiquement peut être sympa et rentable sur la ferme. Et puis, en continuant à discuter, voilà, ouais, on aimait bien. Et du coup, on est rentré, et puis après, ça nous a pu lâcher pendant plusieurs jours. Enfin, Caroline, après, voilà, je peux te laisser dire, mais pas mal fouillé, en fait, après tout ce qu'on trouvait sur Internet, hein. Oui, il faut quand même dire que 200 km, ça suffit pas à faire et à poser un vrai diagnostic de faisabilité. Oui, les semaines qui ont suivi, on a quand même brassé pas mal d'informations. Et puis moi, je me suis retrouvée rapidement disponible pour travailler sur le projet. Donc là, oui, ça a été l'heure d'une vraie étude de marché, fouillée sur le marché des pâtes sèches, sur les différents réseaux de
distribution et puis de se dire, bon, c'est bon, ça, il y a un potentiel, on y va. Donc on a fait pas mal de veille, tu vois, sur Internet, tout ça. Puis après, on était dans les magasins, voir ce qui se faisait. On a fait 2 salons professionnels spécifiques agroalimentaires et on a, donc pour les citer, le Cial et le CIRA. Et puis, on était en balade aussi, puisqu'on est parti dans le sud, dans la Vienne, visiter des agriculteurs qui fabriquaient déjà des pâtes. Voilà, tous sur des modèles un peu différents et ça nous a permis de challenger un peu ce qu'on avait en tête et puis d'apprendre beaucoup. On a aussi rencontré des scientifiques sur le sujet, puisqu'on a été à la rencontre de l'INRA de Montpellier, qui a une unité spécifique dédiée sur les pâtes sèches à destination des industriels. Là-bas, ils travaillent sur… Parce qu'en fait, l'entrée… moi, tu vois, quand je me posais la question de faire du blé dur, je me disais, bon, on va faire un produit de qualité et essayons d'aller chercher des variétés un peu anciennes. Peut-être que ça peut être plus sympa, tout ça. Et alors, c'est quand même très con parce que, en fait, quand tu fais des variétés anciennes, c'est forcément que tu es bio. Alors, moi, je suis pas bio, mais c'est tout le temps catalogué comme ça. Alors, je me suis donc j'avais des contacts, je suis rentré avec l'INRA. L'INRA de Montpellier sont spécialisés là-dessus. Et du coup, après, elle m'a raconté, et c'est pour ça qu'on y est allé, mais un peu raconté la recherche en fait appliquée qu'ils font sur les variétés. Et elle m'a renvoyé typiquement sur les variétés sélectionnées aujourd'hui, que c'était pas la peine d'être dans des variétés blé dur bio parce que en fait la génétique était pas adaptée pour du conventionnel, même si c'est bio. Alors je trouvais ça un peu bête, quoi. C'est pas parce qu'on prend une vieille variété qu'il faut forcément être en bio ou vice versa. Mais… Donc on est allé les voir là-bas pour comprendre un peu ça. Comprendre en fait pourquoi ils ont des problèmes, pourquoi ils cherchent sur le bio. En fait, sur le blé dur, pour avoir des bonnes pâtes, il faut avoir de la protéine, évidemment. Et les bio, ils sont embêtés avec que la matière organique, en fait, et du coup, ils n'ont pas forcément une bonne régularité. C'est pour ça qu'ils continuent la recherche, compris sur les anciennes variétés, pour arriver à avoir un truc avec plus de protéines. Et il y a aussi un labo, du coup, où ils testent les pâtes, mais d'un point de vue du process agroalimentaire, quoi. Voilà. Donc, dès qu'on sera bon, d'ailleurs, il faut qu'on leur envoie un paquet pour qu'ils nous testent ça. D'accord, donc il y a toute une démarche, en plus des 200 km, vous en avez fait apparemment peut-être 2000 en plus pour arriver à plus que ça, pour arriver jusqu'au bout. Et qu'est-ce que ça représente en temps depuis le moment où vous avez eu cette idée-là et puis la concrétisation? Alors, c'est pas encore tout à fait concrétisé, je pense. Voilà, vous allez me dire un peu à quoi vous en êtes et quand vous pensez, donc quand ça a démarré et quand vous pensez être arrivé au moment de production. Ça représente quelle amplitude de temps? Alors, je ne sais pas si c'est représentatif. En tout cas, on a commencé à travailler sur le projet il y a bientôt 2 ans. Alors, pour faire simple, on a quand même passé sur l'étude de marché à peu près 3 mois. Et au 4e, 5e mois, notre business plan était calé et dans les grandes lignes, voilà, on était bien fixé. Après, on est passé vraiment à l'étape opérationnelle, donc chiffrer tout le projet, construire vraiment et aller à la rencontre des artisans et des fournisseurs divers et variés en équipement. Cette partie-là a pris un peu de temps. Alors, il faut avouer qu'on a fait quand même une petite parenthèse familiale au milieu de tout ça, puisque on a une petite fille qui est arrivée. Donc, c'est pas anodin dans le timing. Et puis, bon, mine de rien, il y a aussi un confinement qui s'est rajouté là-dessus. Voilà, avec 3 enfants à gérer à la maison. Hein. Et pendant tout ce temps, il y a une grosse étape qui nous a pris beaucoup plus de temps que prévu, c'est l'étape de recherche de financement, puisque on avait commencé au bout des 6 mois à démarcher des financeurs, des banques qui puissent nous suivre. Et voilà, on a eu une grosse déconvenue pendant le confinement, puisque la banque que l'on pensait être partenaire ne nous a pas suivis. Donc, on est reparti. 9 mois de discussion quand même. On est reparti en recherche de nouveaux partenaires
Et donc voilà, c'est cette partie qui nous a pris un peu de temps. Et pareil, tout ce qui est dossier de subvention, parce que tant au niveau du pays que de la région, il y a quand même possibilité de capter des subventions. Et du coup, enfin, tu sais, faut monter les dossiers, il faut les monter, il faut pas trop se planter, il faut surtout pas faire de facture avant. Donc, tu temporises aussi pour bien monter ton dossier quand tu sais que ça peut apporter quelques pourcentages. Donc, ça prend aussi un peu de temps. Après, il y a une étape que tu n'as pas dit, moi je trouve super importante dans le projet, c'est que assez vite, dès le début, on a conceptualisé notre projet. C'est-à-dire qu'on l'a dessiné, on l'a écrit sur papier et on a appelé nos copains là. Et déjà, on les a questionnés, tous nos copains là, pour savoir comment ils mangeaient des pâtes, qu'est-ce qu'ils mangeaient, dans quel cadre, qu'est-ce qu'ils achetaient. Alors, bref, on sait presque toute leur vie privée, même si c'est nos copains. Et après, une fois qu'on les avait bien interrogés, on a fait des concepts. On a fait des concepts de box, on a fait des concepts de pâtes. Et on est retourné les interroger pour voir ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Ce qui nous a permis de balayer des idées qu'on avait imaginées en disant bon, bah, c'est mort, ou ça, on verra ça plus tard. Dans l'idée on a exploré plusieurs pistes pour revenir après sur un projet, quoi. On n'est pas parti en se disant tiens, on va faire des pâtes, on met ça dans un paquet, on met ça dans le C15 et on fait des marchés. Non, on a essayé de réfléchir le plus large possible. Qu'est-ce qui serait innovant, mais qui correspond aux usages des consommateurs. Et du coup, on a embêté tous nos copains et des contacts d'ailleurs pour tester ça. C'est vrai qu'on l'oublie un peu, mais c'était vraiment la toute première partie du projet. Avec une autre partie, on a construit la marque. On a fait pas mal d'allers-retours avec quelqu'un qui nous a aidé à construire la marque. Et après, effectivement, financement et dossier de subvention quand même, qui ont pris du temps. Voilà. On n'envisageait pas de faire les choses dans notre coin, en fait. On est quand même persuadé qu'un produit qui plaît et un produit qui se vend, c'est avant tout celui qui plaît et qui a été guidé par celui qui le consomme, tout simplement, et celui qui sort l'euro de sa poche. Donc voilà, c'est juste un peu de bon sens et puis une envie d'être en collaboration, co-construction avec ceux qui vont consommer. Et donc, de toute cette recherche, de toutes ces études-là qui ont été faites quelque part, vous en avez sorti donc un nom qui s'appelle Papote, c'est ça? Ouais. Ça a été long à le trouver, parce qu'on peut parce qu'en fait, ce qui était important, c'était de bien caler la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire dans notre projet? Qu'est-ce qu'on veut délivrer comme produit? Qu'est-ce qu'on veut renvoyer aux consommateurs? Et du coup, tout ce que l'on met derrière, de dire voilà, on veut une pâte qui est bonne, on veut évidemment une pâte de qualité, on veut parler d'agriculture responsable, raisonnable, on veut se dire ouais, les pâtes, c'est un repas aussi entre copains, c'est aussi la bonne vie ensemble, tout ça. Du coup, tu vois, quand tu alignes un peu tout ça, ça fait une grille de lecture pour essayer de trouver des noms. Et finalement, on est arrivé effectivement sur Papote avec pas du tout les idées qu'on avait au départ. Et puis, on est arrivé là-dessus. Une petite réflexion une après-midi dans le jardin public dans notre ville. Et ping, Papote est arrivé. Ça respire à la fois la simplicité, l'envie de créer du lien. Et puis voilà, c'est de la convivialité. Donc voilà, en tout cas, ça nous ressemblait. C'est ce qu'on avait envie de raconter. Et puis voilà, peut-être en simplicité, en proximité et en échange surtout avec nos futurs consommateurs. Ok, non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir cette démarche. Alors, je peux bien la comprendre, étant donné que moi, pour le livre aussi, j'ai fait exactement la même démarche d'aller questionner beaucoup de monde. D'ailleurs, tu fais partie de Jean-Baptiste, tu fais partie de ceux que j'ai interrogés, entre guillemets. J'ai lancé à droite, à gauche des perches pour avoir des idées aussi après pour la promotion. Et c'est vrai que seul, on a parfois des idées, on a parfois aussi des impressions. Et on se dit, moi, je voudrais ce produit-là et c'est vraiment ce que je voudrais faire. Et puis le jour où on a tout conçu, on a fait les boîtes, on les a préparées et puis on les met à les vendre. Puis tout à coup, on se rend compte qu'en réalité, c'est pas ce qu'attend, j'allais dire, l'acheteur parce que la couleur lui plaît pas ou le goût lui plaît pas ou la forme.
Et quelque part, je pense que cette démarche-là, elle est quand même importante. On n'est pas forcément, nous, habitués en tant qu'agriculteurs à avoir une démarche marketing ou étude de marché de ce type-là. Mais c'est vrai que de plus en plus, on voit ce besoin d'aller se tester. De toute façon, les grandes marques, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des tests, ils font des essais. Voilà. Et donc, quelque part, nous, enfin, de pouvoir le faire aussi, alors peut-être à moins grande échelle, mais avec des amis ou des personnes qu'on peut interroger, je pense que c'est quand même quelque chose d'important dans une réflexion de produits qu'on va mettre en vente. Parce que c'est vrai que si ça ne correspond pas, comme vous le dites, à l'attente du consommateur, bon, ben, il en prendra, il goûtera et puis il dira bon, ben, c'est bon, j'ai goûté, ça ne me convient pas forcément. Donc, ça, c'est vrai que je trouve que c'est pas mal comme démarche. Alors, vous en avez lancé une aussi en plus, alors qui fait partie de votre soutien, je suppose, pour le financement, mais je m'imagine que le crowdfunding, ou plutôt le financement participatif, si on veut parler en français, fait partie de la démarche à la fois économique, mais aussi un petit peu commerciale pour lancer l'idée et puis pour faire connaître le projet. Donc là, vous êtes en plein lancement, donc vous pourrez retrouver les liens ici en dessous si vous voulez aller participer, pourquoi pas. Et comment est venue cette démarche et puis qu'est-ce que vous comptez en tirer quelque part? Alors, ça a été, assez naturel et plutôt une évidence de mettre dans le financement global une part de financement participatif. Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de créer un contact, encore une fois, avec le consommateur. Et les gens qui passent par le financement participatif, en tout cas ceux qui font un don, eh ben, ça veut dire qu'ils sont attirés par le projet. Ça veut dire qu'ils vont être ambassadeurs du projet. Et tactiquement, c'est pertinent en fait dans un projet en circuit court. Et je pense que ça devrait être un réflexe d'ailleurs de beaucoup d'agriculteurs, que tu aies besoin ou pas du financement, de créer une communauté avec tes consommateurs, de ne pas les voir comme des individus, mais une communauté d'acteurs qui peuvent t'aider à ton produit ou en parler. Voilà, nous, c'était tactique, on part de zéro, on n'a pas de fichier client. Donc, quelque part, c'est aussi commencer avec quelque chose, avec un petit fichier client et s'autoriser du coup à avoir des gens qui vont diffuser, quoi. Et le coût que l'on peut avoir, alors parce qu'on fait du don, puis on fait un petit peu de financement aussi avec Mimosa. Le coût qu'on y voit, enfin le coût financier pour nous sur ces produits-là, tu pourrais faire un parallèle avec le coût d'investissement dans un fichier client. Combien ça te coûte d'acquérir des clients? Voilà, quand tu n'es pas connu, bah, tu vas prendre des pubs à droite, à gauche, tu vas prendre ton C15, tu vas faire les marchés, tu vas faire… Bon, bah, ça a un coût. Donc nous, bah, on a considéré que c'était tactique et que la somme qu'on investit là, c'est un coût d'acquisition qu'on aurait mis autre part sous d'autres formes. Et on l'a lancé maintenant à peu près. Vas-y. Non, vas-y. On l'a lancé maintenant à peu près 6 mois avant le lancement officiel. Déjà parce qu'on a commencé en co-construction déjà avec des consommateurs, mais là on voulait vraiment passer à la deuxième vitesse, quoi, hein, et finaliser les produits du coup avec nos contributeurs, potentiels consommateurs, mais du coup des gens qui ont légèrement investi, peu importe le niveau de contribution, ils peuvent à un moment donné prendre le pouvoir de ce qu'il y a dans leur assiette et se prononcer et participer à la création d'un produit. Donc nous, ça nous intéressait beaucoup de pouvoir finaliser le projet comme ça, on va dire un peu en fanfare et en étant sûr que ce qu'on va lancer va fonctionner. En plus, pour redire, pour confirmer ce qu'on a dit tout à l'heure, tu vois, moi, il y a un truc dans le projet je donne souvent cet exemple-là parce que ça m'a surpris. Il y a effectivement des fois, on a un peu des idées préconçues. Et quand on a réfléchi au packaging et quand on a questionné tous nos copains, on s'est aperçu qu'il y avait une grande sensibilité au recyclage des paquets, de tous les déchets que l'on a. Mais vraiment, hein, dans 9 cas sur 10, tout le monde avait une sensibilité par rapport à ça. Et tu vois, dans un paquet de pâtes, il y a souvent en fait la petite fenêtre en plastique. C'est le seul truc qui ne se recycle pas. Et nous, ça nous a servi en fait de questionner en fait nos futurs consommateurs pour voir si ça, est-ce qu'on retire la fenêtre et on est 100% recyclable et ça se passe bien, ou est-ce qu'on la maintient parce que quand même le consommateur il veut voir le produit qu'il mange. Et là, c'est avec cet aller-retour-là qu'on a confirmé que malgré tout, il faut quand même qu'il soit visible le produit, hein, sinon ils ont l'impression d'être floués. Et du coup,
Enfin, c'est encore un exemple qui démontre que c'est avec des allers-retours avec eux qu'on peut construire un produit qui correspond exactement aux besoins. Alors, cette démarche-là, j'allais dire, il y a beaucoup d'agriculteurs, ils vont pas aussi loin. Mais après, tout dépend de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que nous, on s'est calé quand même sur un volume de vente qui est quand même assez important, qui est pas que artisanal. Et à un moment donné, faut quand même tout aligner. Il faut vraiment correspondre aux besoins des utilisateurs, des consommateurs en l'occurrence, mettre les moyens financiers pour faire de la communication en cohérence, en sachant exactement chez qui on va vendre les produits pour pas se disperser. Alors que on a vu, nous, des producteurs dans notre balade où ils ont fait une porte ouverte, ils sont débordés, mais ils ont fait un volume qui correspond à leur projet. Nous, on est calibré sur un volume un petit peu plus gros, quoi. Et si on remet dans le contexte, les agriculteurs qui se sont lancés, la plupart font ça en plus de leur exploitation. Là, bon, moi, ça va être mon emploi à plein temps. Donc, je m'occupe quand même. Ok, donc vous avez des ambitions de détrôner certaines grandes marques de pâtes, si j'ai bien compris. Quel est j'allais dire, entre guillemets, l'envergure commerciale? Vous voulez attaquer à la grande distribution, à des magasins un peu particuliers, à de la vente, enfin au détail, entre guillemets, chez des producteurs locaux ou des magasins locaux? Ça représente quoi exactement votre idéal? Toi? En termes de distribution, pour le coup, on n'est pas restrictif. On pense que surtout chaque réseau de distribution a sa raison d'être et que chaque consommateur y trouve son compte s'il y va. Donc l'idée, c'est plutôt d'être présent à la fois dans du circuit court sur des points de retrait collectifs type la ruche qui dit oui, Locavor, des drives fermiers. Autant que sur des circuits de distribution classiques, de l'épicerie jusqu'à de la grande distribution, si ça correspond en effet à notre ciblage et à ce qu'on a envie d'aller chercher. On réfléchit aussi évidemment au e-commerce. C'est pas aisé d'y répondre parce que par rapport au coût du produit, les frais de port sont toujours un peu un frein. Donc on cherche encore la bonne solution sur cet aspect-là. Et quand même, et parce que le lien ça nous tient à cœur, on développera un point de vente à la ferme. Alors ce sera pas la majeure partie du business, mais voilà, ça nous tient à cœur. Ouais, là-dessus, d'ailleurs, il y a une vraie stratégie sur la ferme. Donc, moi, en fait, mes parents avaient une ancienne ferme de brie, avec des vieux bâtiments. On ne savait pas trop quoi en faire parce que on rentre plus du matériel dedans. Donc, en fait, ça permet une reconversion du site. Et on va pouvoir enfin entretenir le site qui, sinon, il aurait tombé en décrépitude. Et du coup, on a notre labo de production qui va être dedans, l'idée d'un magasin. On va être aussi agri-colis. Donc, on va recevoir des colis de gens qui commandent sur Internet leur machine à laver, admettons. Et du coup, l'idée, c'est de faire sur la ferme une vraie zone d'activité et d'attractivité, tant avec la production, le magasin, les colis, et puis pousser. Alors, c'est sûr que ça arrivera avec le temps, mais un peu avec de l'agrotourisme autour et un peu de pédagogie autour des pâtes, autour de l'agriculture, autour de notre paysage, de notre patrimoine. Nous, on est dans un secteur, on est dans de la viticulture et des touristes, il y en a tout le temps, quoi. Et l'idée, c'est aussi de se dire, ces gens-là qui passent, il faut qu'on les capte 2 heures lors d'une visite, quoi. Ils sont avec leurs gamins, ils ont déjà fait 2 caves, c'est bon, ils ont déjà rempli la voiture. Il faut qu'on leur propose autre chose sur le territoire. Donc, ça ira jusqu'à amener justement une activité touristique sur le site et faire vivre complètement en fait la ferme des Grands Tuileries, la ferme historique. D'accord, ouais. Donc c'est la ferme qu'on voit dans la vidéo tout simplement qui est présentée sur le crowdfunding, j'imagine. Et c'est vrai que c'est des bâtiments anciens très, très jolis, donc j'imagine que les mettre en valeur, c'est intéressant aussi. Et c'est vrai que dans votre secteur où vous avez de la population qui risque qui passe, étant donné qu'il y a du tourisme, c'est une façon de capter aussi, j'allais dire, des futurs clients ou éventuellement même des futurs distributeurs, pourquoi pas.
s'ils découvrent le site de production. Alors, l'idée, ce serait aussi éventuellement de faire découvrir l'exploitation en même temps ou d'expliquer comment on passe du blé, vraiment la conception, quoi. Ouais. Puis alors moi, je suis plutôt tourné sur des pratiques, on va dire, agroécologiques. Alors tout le monde le tartine à tous les sens, mais moi, je pratique les semi-direct, je fais beaucoup de couverts, je fais des mélanges de cultures. Tout ça, moi, j'ai envie de l'expliquer, quoi. J'ai envie d'expliquer que, encore une fois, je suis pas un méchant agriculteur pollueur, mais je me débrouille pour que ça se passe le mieux possible avec un équilibre économique, production et environnement. Et j'ai vraiment envie de montrer ça, quoi. D'emmener les gens dans les champs et expliquer, prendre un coup de bêche, regarder des vers de terre et expliquer des choses, quoi. Pour moi, c'est hyper important. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, le blé dur qu'on a fait cette année, c'est la première fois qu'on mettait en place, il a été traité que avec des préparations naturelles, que avec des purins d'ortie et stimulé avec un peu de vitamines. Et aujourd'hui, il est nickel, il y a pas de fusariose, il y a nickel, il y a 17% de protéines. Enfin, il est top. Et j'ai envie d'expliquer ça, tu vois, parce que je pense que voilà, tout comme toi, on a chacun un petit peu un devoir. Et nous, ça va dans le prolongement. Et c'est vrai que dans le projet, ça prend une part importante parce que même le packaging qui est prévu, tu sais, on a réfléchi au packaging. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit paquet transparent comme tout le monde. On fait une boîte, ça coûte plus cher, oui. Oui, mais par exemple, on a fait le choix de la boîte parce que là-dessus, on a une surface d'exposition pour expliquer l'agriculture. Donc, on a prévu, en fait, c'est déjà calé, 5 thèmes sur lequel on va expliquer des étapes de l'agriculture jusque dans l'assiette, hein, jusqu'au repas entre amis, justement pour passer des messages. Alors, ça ne fera pas tout, hein, mais c'est quand même cette idée de communiquer, quoi, au travers de notre produit. Ok, non, ça correspond bien à l'idée de départ en disant on veut renouer aussi avec le grand public d'une façon différente. Voilà, et chacun, je pense, peut apporter sa pierre à l'édifice et je trouve ça vraiment intéressant comme démarche. Qu'est-ce que ça va représenter en termes de tonnage, de surface, de volume? C'est quoi? C'est toute l'exploitation qui va partir dans les pattes à terme ou pas? Peut-être pas toute l'exploitation parce qu'il y a des contraintes de rotation quand même. Mais Ah bon, ça existe? ouais, c'est ça, oui, justement, ouais. Non, mais alors nous, on est parti sur un régime de croisière à atteindre 30 à 40 tonnes de pâtes. Ce qui veut dire que quand on fait des pâtes, il faut de la farine du blé, de la transformation. Donc, ça veut dire qu'on est à 50, 60 tonnes de blé dur, donc grosso modo 10 hectares. Voilà, si tu veux faire simple. Après, on a une capacité à progresser, on peut doubler la production avec les machines qu'on aura. On pourra jusqu'à doubler la production. Mais le tout, c'est aussi produire sur la ferme ou sur les fermes, parce je travaille en commun avec un collègue, hein, on a tout le matériel en commun. Et donc, nous, on considère nos fermes, nos deux fermes, c'est presque la même ferme, hein, parce qu'on travaille exactement pareil, les techniques et tout. Histoire aussi d'avoir une rotation qui est quand même équilibrée. Et puis, le blé dur, moi, j'ai une ferme qui est un peu humide. Donc le blé dur, ça aime quand même pas avoir les pieds trop dans l'eau. Donc des fois, vaut mieux être dans une parcelle qui s'approprie mieux. Mais ce qui est quand même un gros projet, hein, parce que en production de pâtes, en règle générale, quand c'est déjà une atelier qui tourne, c'est 20 tonnes, 25 tonnes. Ce qui est un peu, en fait, ce qui fait ça, c'est le calibrage des machines, quoi. La machine et les séchoirs qui vont derrière. À un moment donné, ça a un rythme de production, ça ne peut pas faire plus, donc tu satures ta machine à 20-25 tonnes. Donc nous, on est déjà la taille du dessus, quoi. Alors c'est pas, et d'ailleurs c'est pas le but de dire on fait le plus gros projet. C'est aussi pour expliquer à tes fidèles internautes, c'est aussi calibrer le projet sur la ferme, le bâtiment qui a un coût d'entretien. Et à un moment donné, il faut un palier économique, hein, pour écraser tout ça. Caroline, c'est son activité à 100%, c'est pas une activité complémentaire. Donc à un moment donné, il faut monter le volume parce que on a des charges ou un vrai salaire à sortir. Donc on est parti comme ça.
c'est pas la stratégie de Caroline de conquérir tout le monde avec des franchises et tout. Mais à terme, on part des pâtes et puis on va pouvoir diversifier nos pâtes. On pourrait diversifier d'autres produits de la ferme peut-être. C'est vrai que ça, c'est des projets qui trottent pas mal avec d'autres productions qu'on pourrait faire pour dégager un maximum de valeur ajoutée sur la ferme. Voilà. Et c'est vrai que quand tu commences à te dire tu transformes, cet après-midi, on voyait un meunier qui nous a donné des idées supplémentaires qu'on n'avait pas vues. Tu as l'impression que c'est sans fin, quoi. Tu peux enchaîner les projets, et ça, c'est vachement bien. Vachement bien. Ok, je vois qu'il y a un entrain qui est extraordinaire chez vous, ce qui est intéressant. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, vous êtes retrouvé face à un mur presque par rapport au financement. Alors j'imagine que ça ne doit pas être évident quand on a l'habitude peut-être d'avoir le même financeur d'origine sur l'exploitation et puis de se retrouver un peu le bec dans l'eau parce qu'il vous dit ben non, votre projet, nous on ne suit pas. Voilà, ça correspond pas à ce qu'on veut. Comment vous avez réussi j'allais dire, à mettre en avant aussi les atouts et à trouver, j'allais dire, des financeurs qui ont accepté de vous suivre pour finir alors? On a eu la chance de découvrir du coup de nouveaux contacts bancaires, puisque c'est vrai qu'on n'avait été pas très loin dans la recherche au tout départ. On avait fait le choix de jouer la carte de la confiance avec le partenaire historique de Jean-Baptiste sur l'exploitation. Et il s'avère que toutes les banques n'ont pas la même méthode d'approche de leurs potentiels clients. On a choisi une banque qui prêtait attention à l'humain, au projet et à son potentiel avant même de regarder les chiffres à rentrer dans des cases et les garanties qui allaient pouvoir être posées derrière. Donc, ça a fait une véritable différence sur le choix de ce fameux partenaire parce qu'il s'est intéressé de manière hyper naturelle à nous. On a eu des vraies discussions, des vrais échanges, même pendant ce confinement, même pendant cette période où on a pris contact à distance. Et finalement, le feeling, le lien de confiance qu'on a pu déjà tisser dans cette phase d'approche respective l'un et l'autre a fait que le lien s'est tissé hyper naturellement. Et après, notre projet, et puis depuis qu'on en est arrivé là, quand on discute avec quelques agriculteurs qui font des projets, on n'est pas les seuls à avoir connu ce même chemin. Mais notre projet, on a une banque qui a plus un regard industriel en fait, industriel et commerçant, et du coup a un regard qui est plus adapté à notre projet, qui certes vient de l'agriculture, mais le financement d'une exploitation agricole, ça a un peu ses codes. Un projet de transformation, ça a plutôt les codes industriels. Et du coup, c'est vrai qu'on a un partenaire qui est plus habitué à ça. Et du coup, ça se passe vraiment bien. Le premier partenaire avec qui on discutait, faut les revoir à la baisse, ça n'allait pas. Faut les démarrer tout petit, alors que tous les producteurs qu'on voyait, ils étaient débordés, ils doublaient tous leur taille, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une grosse demande sur les pâtes, en fait, ça se passe très bien, ça se démocratise autant que, tu vois, les micro-brasseries, on en a vu fleurir un peu à droite à gauche. Et nous, compte tenu des contraintes que je te disais tout à l'heure, des coûts, on ne pouvait pas démarrer trop bas. On sait que le marché était bon. On a fait une étude de marché, je pense, poussée avec quelqu'un qui a une compétence quand même sur l'agroalimentaire, qui connaît les grandes surfaces, qui a 12 ans de métier là-dessus. Donc, on ne partait pas de paysans qui se disent, tiens, je raccroche la salle de traite et je me mets à faire des pâtes, quoi. Enfin, on a été poussé un peu le truc. Mais c'est vraiment l'écoute du nouveau partenaire qui a une vue industrielle et on a vraiment cherché à construire le financement autour du projet et ça n'a pas été le financement qui déterminait le projet. Et ça, c'est la vraie différence. Et c'est pour ça même qu'on a construit avec du mimosa. Ça a donné un petit peu, voilà, quand on ne pouvait pas trop forcer là, on a dit allez, on met un petit peu de prêt là, un petit peu de mimosa ici. On a vraiment construit le projet avec nous et c'est assez agréable. D'ailleurs comme relation. Voilà. Et en 3 mois, on avait compensé les 9 mois de discussion avec le premier partenaire. D'accord, donc vraiment un projet, j'allais dire construit et puis co-construit aussi avec
j'allais dire, des partenaires qui… Voilà. Est-ce que vous avez eu, j'allais dire, à part vos amis, voilà, le partenaire financier et puis toutes les personnes que vous avez été visiter, est-ce que vous avez eu d'autres, j'allais dire, d'autres conseils ou découvert d'autres choses dans cette démarche qui vous a appris aussi certainement d'autres choses, je ne sais pas. Ah, c'est vrai que tous les contacts, tous les fournisseurs qu'on a eus, si tu veux, à chaque fois qu'on voyait les fournisseurs, ils nous ont tous donné des petits conseils. Que ce soit rien que même pour les chambres froides ou pour les installations. Le fournisseur de machines de pâte, alors c'est pas compliqué, lui fournit 50% des projets en France, quoi, si c'est pas plus. Donc lui, il sait tous, enfin, il en connaît plein des projets. Alors ceux qui marchent pas, tatati tatata. Alors il est génial d'ailleurs, ce mec, c'est super, on est très content de bosser avec lui. Mais presque, il est tellement connaisseur du sujet qu'on s'est aperçu qu'il donnait un peu le là aux agriculteurs. C'est-à-dire en disant, bah, c'est ça que vous devez faire. Et quand on regarde un peu en France, on s'en fout parce que quand on achète localement, on se rend pas compte. Mais quand on regarde en France, on s'aperçoit que tous les producteurs font un peu la même chose. Ils font des pâtes, ils mettent un petit peu de goût, un petit parfum citron, un petit parfum basilic. Et quand on regarde bien, c'est toujours la pâte du fournisseur. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. Après, ça fait le projet, hein. Mais les gens s'en rendent pas compte. Mais donc nous, il nous a donné beaucoup de conseils. Et puis quand même, bah voilà, tes anciens collègues. Que ça soit sur le réglementaire, que ça soit sur le packaging. On a eu un contact très très bon en communication pour bosser avec nous. Là aussi en coproduction, c'est-à-dire qu'on a trouvé une agence de com. Enfin, c'est pas une agence, c'était un freelance. Tu vois, quand tu vas voir une agence de com, tu amènes ton projet, il l'écoute bien, il revient avec des logos et puis un nom. Et puis tu te dis bon bah j'aime pas. Là, nous, on a vraiment, là aussi, été en co-construction. Avec nous, elle a vraiment essayé de trouver ce qui nous plaisait. C'était, enfin voilà, on est toujours en construction. Mais du coup, ouais, on a eu quand même pas mal de contacts, d'enseignements différents des contacts. Quand même, dans le réseau de Caroline, il y a un peu de bagage, quoi. Donc, on a surtout essayé de s'entourer d'experts sur tous les niveaux parce que on a beaucoup d'envie, mais après on n'est pas expert du sujet, donc c'était important pour nous de valider notre démarche à chaque fois et puis de tout simplement confronter nos idées préconçues avec la vraie réalité et l'expertise de chacun. Après, c'est vrai que ça compte, hein, je vois peut-être par rapport à des projets agricoles, que ce soit toi dans ton parcours professionnel, moi avec mes autres casquettes, on connaît quand même beaucoup de monde et c'est quand même vachement nourrissant, quoi. Encore la semaine dernière, en discutant rapidement au restaurant avec un gars, il me sort 2 contacts de gens que je connaissais pas, mais qui sont des bons dans leur domaine. Enfin, quand on fait des projets, il faut vraiment, ça va bien quand tu as un gros réseau, c'est important et globalement, c'est important de tisser les liens. Et je trouve, le monde agricole et les agriculteurs, surtout pas s'enfermer, quoi. Avoir beaucoup de contacts et ça aidera dans ces projets. Aussi parce qu'on ne sait pas tout, quoi. Donc c'est bien d'avoir des regards différents sur les nôtres. Après, on n'est pas tous d'un naturel à aller partager et à exposer justement nos idées et il faut pas hésiter à le faire parce que en effet, c'est pas toujours évident. Et puis surtout, il faut être prêt à entendre ce que les autres pensent. Et finalement, c'est pas non plus évident tous les jours. Il faut se préparer avant, hein. Nous, on a notamment fait un grand sondage où on s'est beaucoup exposé sur nos noms de marque. En 24 heures, on a eu 160 répondants sur le questionnaire. Et franchement, il faut quand même être un peu blindé pour regarder les réponses parce que tout fait pas plaisir à lire. Donc voilà, faut aussi se dire que faut un peu mettre son armure des fois quand on va chercher à savoir ce que les gens en pensent. Mais c'est toujours riche d'enseignements. Est-ce qu'il vaut mieux pas quand même s'y confronter, j'allais dire, en amont du projet lorsqu'on est en train de le créer, plutôt que d'attendre d'avoir sorti le projet, d'avoir sorti un nom de marque et tout à coup de se prendre une rafale parce que vous n'avez pas pensé à quelque chose. J'imagine bien des personnes qui pourraient le faire en catimidi, en secret, en disant « Regarde, si jamais on en parle, les voisins vont faire la même chose, ils vont nous doubler. » Voilà, c'est parfois un peu la mentalité, alors je ne sais pas si c'est la mentalité agricole, mais
ou tout au moins la mentalité humaine de dire on ne va pas trop forcément en parler, alors qu'à l'inverse, comme vous le dites, de s'exposer, de le mettre en avant, oui, ça peut peut-être amener à certaines déconvenues à un moment donné du projet parce qu'on avait soi-disant la bonne idée, mais pour finir, on s'est rendu compte que non, ce n'était pas la bonne idée. Mais de se faire recaler, de faire des points de pivot avant de sortir le produit qui sera certainement pas le produit parfait, mais qui sera tout au moins bien adapté à une bonne partie j'allais dire, de la demande, quoi. C'est certain. Et puis, il faut aussi se dire que le produit parfait, il n'existe pas. Il est parfait pour certains, imparfait pour d'autres. Et il faut aussi faire le tri et aussi, nous, rester alignés sur les envies du projet et ce qu'on a envie de dire, de transmettre. Et voilà, quand on sait ce qu'on va chercher, on filtre les réponses avec ce regard-là, qui est très stratégique. Et il faut éviter d'y mettre trop de cœur dans ces moments-là et regarder ça avec du recul et puis voilà, en pensant business. Et puis en effet, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Tu as raison de dire, Thierry, que dans la com, souvent, il ne faut pas en parler, tout ça. Et nous, c'est ce qu'on nous a demandé, enfin, on nous a préconisé, dit allez, n'en dites pas trop. Alors nous, pas du tout, en fait. Justement, pour aller chercher des infos. Et puis, nous, on n'a pas peur de la concurrence. Et puis, la concurrence ne doit pas avoir peur de nous, dans le sens où il y a suffisamment de place, il y a suffisamment de consommateurs. Nous, on est à 1 heure de Paris. Hein. Donc, si tu veux, quand on aura tous inondé Paris de pâtes, on reviendra, quoi. Donc, on communique justement aussi parce que pour lancer son produit, c'est bien d'avoir un peu teasé avant parce que là encore, quand on part de client zéro, il faut bien quand même se constituer un portefeuille de clients. Voilà, 100 grammes de pâtes par semaine et par personne, à mon avis, vous pouvez faire que quelques petits, j'allais dire, arrondissements de Paris, quoi. Vous n'allez pas forcément inonder Paris d'un seul coup. Donc, c'est vrai que la concurrence, quelque part, certes, elle existe forcément, mais dans des milieux, entre guillemets, et des produits plutôt qualitatifs et un peu originaux par rapport à ce qui existe sur le marché classique, forcément, il y a toujours des possibilités de trouver du commerce. Bon, on a déjà pas mal discuté. Alors, je ne sais pas si vous avez encore une chose à dire sur le projet, mais sinon, ce que je voulais, c'était partager tout simplement la page de financement participatif. Donc, je vais partager mon écran, comme ça, vous allez pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. Mais vous allez tout simplement sur Mimosa, et si vous tapez Papote, je suppose que vous allez retrouver, ou sinon, vous allez le retrouver en dessous sur les liens ou dans la description du podcast. Donc voilà, vous avez une petite vidéo. Alors, je ne vais pas la lancer parce que sinon, ça va faire un peu de cacophonie au niveau du… Voilà, mais vous avez la présentation. Alors, j'ai pu voir aussi que sur le côté, vous aviez tout simplement les testeurs, alors qui va du curieux jusqu'aux visiteurs et en allant même jusqu'aux créateurs. Donc, vous proposez, pourquoi pas, à ceux qui veulent contribuer de devenir co-créateurs avec vous de pâtes, c'est ça? Ouais, de concevoir les recettes qu'on fera demain, parce que dans les pâtes, on peut, tant dans les formes que dans les goûts qu'on peut y associer. Mais là aussi, tout à l'heure, on disait sur la façon de distribuer, sur le numérique, on a beaucoup de choses en fait à créer, à co-créer, à vérifier, à faire avec nos premiers pasta testeurs. À partir du moment où un contributeur contribue, il devient automatiquement pasta testeur. Libre à lui de l'être ou pas, mais en tout cas, pour nous, on lui propose, quel que soit son niveau de contribution. Donc, automatiquement, déjà, il s'inscrit dans ce fameux programme Pasta Tester, qui est un programme où on va questionner, échanger, parce que dès qu'il y a contribution, on récupère l'email du contact. Donc du coup, c'est la clé d'entrée. Donc, il y aura des échanges. Il y aura le fait, tout simplement, dès qu'il y a contribution, généralement, il y a une contrepartie en nature, donc avec des pâtes. Donc, notre première production, elle sera d'abord dédiée aux contributeurs et c'est un peu, j'ai envie de dire, le point final. On a très envie de savoir ce que les consommateurs en pensent. Et puis, il y aura la réflexion sur une édition limitée
spécifique crowdfunding, puisqu'on a envie de fêter notre lancement, voilà, d'honorer cette grande équipe participative. Donc on réfléchira ensemble à ce que peut être cette édition limitée. Voilà. Et puis, tout un projet. Selon les niveaux de contribution, donc il y a systématiquement ce programme Pasta Tester, une contrepartie en nature, mais après, pour ceux qui ont envie de contribuer un peu plus, il y a encore d'autres contreparties, soit donc des visites à la ferme, on passera des champs à l'atelier jusqu'à la dégustation, et aussi le fait de participer à la production. D'accord. Donc, vous allez recruter, j'allais dire directement grâce au crowdfunding aussi, des testeurs tout en les faisant payer pour pouvoir goûter vos pâtes et puis vous donner leur avis. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez génial, je trouve, au niveau fonctionnement. Et je pense qu'en plus, les gens sont heureux de le faire pour pouvoir participer j'allais dire, à cette action et puis découvrir peut-être quelque chose. Vous avez déjà une part qui a été collectée, quoi. Donc, ce qui est déjà pas mal, 18%. Voilà, je suppose que vous attendez que ça monte tout doucement aussi. On ne fait pas que attendre, hein, on fait en sorte que ça monte, on communique. Donc, D'accord. Parce que c'est vrai que ça, on ne le sait pas trop. Et moi, pour l'avoir fait aussi, un financement participatif, c'est aussi beaucoup de travail, c'est beaucoup de préparation, beaucoup de communication derrière pour arriver à avoir le premier cercle et puis après essayer d'étendre au fur et à mesure et puis qu'éventuellement la plateforme puisse le mettre en avant. Parce qu'il y a aussi de la concurrence dans cette activité-là de financement participatif. Ça a été l'occasion. On a lancé une semaine avant nos pages Facebook et Instagram. Donc, on fait un peu tout en même temps. Mais là, encore une fois, sur ce sujet de l'activation digitale, on s'est fait accompagner parce qu'on sait que c'est stratégique, mais on n'est pas non plus des experts. Donc voilà, on a un freelance aussi qui nous accompagne sur le sujet. En effet, ça prend du temps. Il y a cette stratégie digitale et puis on a aussi envoyé un communiqué de presse, notamment à la presse locale. Et les retours sont assez positifs. On a déjà eu des interviews et des articles. Donc ça aussi, faut pas l'oublier. Ça permet vraiment de faire parler, de se rendre visible et finalement, on voit déjà des retombées. D'accord. Donc, on peut être agriculteur, mais aussi savoir utiliser les outils de maintenant et puis les capacités aussi d'autres personnes professionnelles pour arriver, j'allais dire, à faire évoluer son projet et puis à le faire fonctionner. C'est vrai que ça, c'est parfois des notions que j'allais dire en basique en agriculture, on n'a pas forcément au départ parce qu'on a oublié cette notion de commerce, alors que tous les commerçants ou tous les vendeurs de je ne sais quoi les utilisent forcément ou devraient tout au moins les utiliser pour arriver à avancer un peu plus dans leur commerce, quoi. Bon, très bien. Et on va passer à la deuxième partie donc de l'émission avec le Zap de la semaine. Mais avant, je rappelle donc que j'ai deux partenaires qui m'accompagnent dans ce podcast, qui sont Agrizone, qui m'aident à avoir la plateforme et puis qui me supportent aussi d'autres façons. Mais ça, on le verra la semaine prochaine parce que je lance, j'allais dire, le bouquin aussi, donc qui sera en pré-vente dès la semaine prochaine. Donc, je ferai un spécial rendez-vous agri tout seul pour expliquer ce que je fais avec non pas un financement participatif, mais là, ce sera une pré-vente, donc un peu juste avant de le recevoir, mais après le projet. Peut-être que vous pourrez le faire, pourquoi pas, ultérieurement, ça peut être une idée. Donc, Agrizone, qui m'accompagne là-dessus. Et puis, Ternet pour la diffusion du podcast. Et donc là, je vais repartager mon écran. Hop, c'est parti. Pour montrer les 3 articles de la semaine, dont le premier qui est tout simplement des tracteurs à plus de 40 km/h. Alors ça, c'est donc l'article le plus lu sur Ternet. Donc, vous avez tous entendu parler de cette histoire de rouler à plus de 40 km/h sur la route. C'est désormais possible. Donc, 40, 50 ou 60. Mais je pense qu'il y a quelques petites contraintes. On y reviendra peut-être un petit peu après. Ensuite, on a WebAgri qui a sorti l'article aussi qui était le plus lu, qui est le défilé de tracteurs pour l'ensilage de maïs dans la Somme. Donc là, ils ont suivi un
Alors, je ne sais pas s'ils ont fait une vidéo exactement. Ils ont fait un peu comme les youtubeurs. J'ai l'impression qu'ils sont en train de nous copier en réalité, tout simplement pour montrer un peu ce qui se passe dans la réalité des exploitations et entre autres un chantier de maïs. Et donc, il y a forcément du travail et puis pas mal de machines autour. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant à regarder. Et puis, le dernier article, donc, qui parle là de problèmes de jaunisse sur la betterave avec des rendements qui vont jusqu'à moins 80%. Alors, c'est vrai que j'avais entendu parler de résultats qui étaient assez catastrophiques, des 17, des 20 tonnes. Mais c'est vrai que là, on atteint des sommets et quand on voit sur, sur l'article, entre autres, la taille de la betterave, ça ressemble plutôt à une carotte ou à une endive qu'à une betterave sucrière. Et c'est vrai que ces impacts-là sont quand même assez importants. On peut voir sur la carte aussi, et c'est vrai que pour avoir jeté un œil et être allé du côté voilà, de la Beauce, où c'était vraiment bien atteint, alors que nous, dans notre secteur, là où Monsieur Jadot s'est amusé à venir faire un tour dans le Nord en disant que les betteraves mûres n'étaient pas atteintes, mais moi, j'ai la chance de ne pas avoir de jaunisse cette année. Alors, est-ce que c'est une question de climat? Je pense. Et on a eu moins d'attaques. Pour autant, je n'ai pas eu à traiter. Donc, voilà, ça, c'est une chose qui était à mettre en avant. Alors, je vais couper tout simplement et puis vous demander s'il y a un article à vous qui vous a paru un peu plus intéressant. Alors, je ne sais pas, Caroline, non? Pas spécialement. Disons que je suis plus branchée agroalimentaire que vraiment purement tracteur, ensilage, et je vais laisser la parole à Jean-Baptiste. Pourtant, les pucerons, les nicotinoïdes. Non, mais après, c'est vrai que moi j'ai entendu. Alors, les betteraves, ça fait un moment qu'on entend pareil. Hein, les betteravistes sont pas mal manifestés. Moi, perso, j'en fais pas. Et mon collègue en fait. C'est vrai que ça va quand même être là un peu la cata. Bon, l'actualité, on verra bien. Ce qui est un peu autour de cet article-là, c'est quand même un peu toute l'actualité qui tourne, Jadot, Pompili, tout ça. Enfin, moi, ce qui me saoule, c'est que on peut pas avoir un débat posé, en fait. Forcément, il faut que ça dérape. Et malgré tout, quand même, les gars, les agriculteurs qui sont concernés, c'est quand même des gros trous de trésorerie. Et si on regarde la Beauce, ils ont quand même pas fait des super rendements. On a eu des ponctions sur les céréales aussi. Enfin, ça va pas aider à avoir une exploitation qui va bien. Alors, quand ça va pas bien, on n'achète pas les tracteurs qui montent à 60 km/h. Donc ça on sera pas embêté sur cet article-là. Mais non, mais c'est quand même une problématique qui va impacter quand même pas mal d'agriculteurs, quoi, ces histoires de betteraves. Et puis après, pour les tracteurs, moi, je sais pas. Au fond, déjà, quand on roule à 40, c'est déjà pas si mal. Je sais pas si on ne gagne pas tellement plus. Alors, si surtout on est obligé de tourner au blanc, obligation de passer un permis et tout ça, enfin bon, c'est un peu ce que tout le monde dit, quoi. Ça va être des contraintes en plus. Bon, alors qu'en fait, quel temps on va gagner? Et puis à un moment donné, il faut être aussi raisonnable. On peut pas rouler vite sur toutes les routes, quoi. Il y a des petites routes de campagne, tu tiens plus la remorque qui est derrière, hein, si tu roules à 60. Ou quand tu as des 24 tonnes pleines à rabord, à un moment donné, il faut pas faire n'importe quoi. Tu peux pas rouler comme un dingo. Donc, faut qu'il y ait une limite, quoi. Mais je crois que le gars d'Entraide, il avait été interviewé par Jean-Paul Hébrard, là, il me semble, et il expliquait que c'était un peu c'est un peu du hasard que ça tombe comme ça. Enfin, il n'y a personne qui réclamait trop de rouler à plus de 40 km/h et c'est la réglementation du fait d'une petite décision dans la nuit qui, de fait, permet de pouvoir rouler à plus de 40 km/h, quoi. Mais personne n'était apparemment réclamé ça. Hein, donc, Le tout, c'est que ça ne cause pas plus d'accidents et que ça ne oui, remette voilà. pas en cause non plus les avantages, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a d'autres pays où, pour conduire un tracteur avec un engin, et c'est vrai qu'on est quand même sur des gros gabarits, hein, on est sur des véhicules assez dangereux quelque part. Je pense tant qu'il n'y a pas trop de soucis et d'accidents, on ne va pas forcément être embêté. Mais si jamais ça devait arriver, demain, c'est vrai qu'on devient concurrent aussi aux transporteurs, ce qui n'est pas forcément non plus une logique. Et puis après, on peut devenir dangereux et on voit dans ces cas-là que les réglementations réévoluent après. Et c'est pas toujours dans le bon sens parce que ce qu'on a gagné d'un côté, on le repère largement de l'autre côté, quoi. Donc, bon, à suivre, on verra bien. On verra bien.
Alors, j'ai l'habitude aussi, avant de terminer, de faire le calendrier des manifestations à venir. Mais alors, en ce moment, et depuis quelques-uns, on est complètement tranquille parce que il y a absolument rien d'annoncé ces prochains temps, étant donné que voilà, le CIMA a été reporté puis annulé. Le SIA, je sais pas, on n'a pas encore eu de nouvelles, j'ai l'impression, mais ça devrait Ça va être, pas tarder. ouais, c'est dans la semaine que ça va se savoir. Mm. Ouais. Bon, après, vu ce qu'ils nous annoncent là aux infos Mm. d'aujourd'hui, à mon avis, ça paraît quand même très compliqué d'aller lancer quelque chose. Je sais pas, voilà, on va toujours attendre euh, ce qui se dit, mais ça va être très compliqué. Après, il y a des événements en ligne qui se font, voilà, des webinaires, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même convivialité, le même retour, la même participation. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous manque. Bon, on verra si on arrive à en sortir pour le printemps prochain quand même. Ça serait sympathique de pouvoir se revoir un peu plus régulièrement. Et vous, au niveau du co-farming, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais donc tu es président aussi du co-farming, vous avez des actions, des activités, des communications qui arrivent prochainement, non? Eh ben oui, c'est sympa de parler d'eco-farming. Tu sais, on avait lancé avec Jean-Paul Hébrard les Tontons Farmers, donc une web radio, podcast, comme on veut. Donc ça s'est arrêté parce que on est arrivé au bout de l'enveloppe des sponsors, mais on va pas tarder à redémarrer. Ça sent bon. On pense qu'on va pouvoir refaire une petite saison jusqu'à Noël. Par contre, on va sortir le book des 21 propositions, là, d'ici 15 jours, des 21 propositions qu'on a faites tout au long de cette émission. Voilà, on va le communiquer à destination des agriculteurs, des OPA, des politiques. On doit préparer une journée aussi à l'Assemblée nationale pour pousser un petit peu certaines idées qui méritent d'être creusées. Voilà, on doit travailler un co-farming fest, c'est-à-dire un événement qu'on faisait tous les ans, du coup, au mois de janvier, auprès des OPA, des agriculteurs, une journée où on dépoussiérait un petit peu les idées préconçues. Tu étais déjà venu plusieurs fois, enfin, à chaque édition. Bon, là, on va peut-être leur travailler en mode visio, hein, comme on se vient de dire jusqu'à présent, c'est pas évident de se voir. Et puis après, il y a quand même l'idée d'aller, même si les salons dégagent, bah, faut quand même aller au contact des agriculteurs. Avec le co-farming, l'association de start-up agricoles, bon, on a besoin de passer aussi des messages et d'accompagner les agriculteurs et d'écouter les agriculteurs et d'accompagner sur des idées avec le numérique. Donc on doit travailler avec un certain Thierry d'ailleurs, je crois, à faire un tour de France. Donc on a un projet là qui doit se monter pour aller au contact des agriculteurs avec un petit tour de France. Alors on verra comment ça se décline derrière ce tour de France, mais pour justement dans l'année 2020 aller sur le terrain, quoi. Voilà. On sera peut-être pas sur les salons, mais on ira dans les fermes pour discuter. Alors, ceux qui ont écouté sont sûrement surpris. Moi, j'en ai pas encore parlé parce que c'est vrai que pour l'instant, ça reste embryonnaire, mais on est en train de discuter à quelques petits sujets. C'est vrai que ça pourrait voir le jour courant 2021. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, ça pourrait être On sympa verra. en tout cas. Si on peut pas se réunir dans les salons, de pouvoir aller à les rencontres d'agriculteurs et pourquoi pas aussi de citoyens pour aller parler d'agriculture et expliquer ce qu'on fait. Alors, c'est vrai que ceux qui connaissent pas le podcast et Tonton Farmer, franchement, il faut aller les réécouter. En plus, vous pouvez tous aller les réécouter. Il y a plein de très bons sujets, il y a plein de très bons intervenants dedans. Je peux le dire facilement parce que j'y ai pas intervenu, donc je vais pas me vanter, au moins je suis tranquille. Et donc, et c'est vrai qu'il y a une façon. Alors déjà, Jean-Paul Héroy, bon, c'est très bien présenter les choses, mais c'est vrai que les discussions apportent toujours à des propositions, et puis à des propositions à des politiques aussi. C'est ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est c'est pas que, voilà, on se fait pas que plaisir en se racontant les choses. Il y a des propositions concrètes, on parle de sujets concrets terre à terre, et parfois on retourne aussi un peu les choses. Je reprends par exemple sur la coopération où les titres étaient quand même assez accrocheurs. Est-ce que je sais plus, est-ce que la coopération roule encore pour les agriculteurs, si je me trompe pas, Ouais, dans c'était l'un un des truc comme titres ça. qui Ouais. avait été fait? C'était quelque chose dans le genre. Donc, c'est quand même assez punchy et puis ça envoie quand même. C'est pas de la langue de bois et c'est vrai que je trouve que c'est des sujets qui doivent être mis en avant.
Et en général, ça allait bien mis. Donc, c'est vrai que votre podcast là-dessus, il est assez détonnant. Et je suis content d'apprendre qu'il va peut-être voir le jour parce que c'est vrai que je pense qu'il Voilà. mérite d'exister, quoi. Mais l'idée, en fait, c'est d'arriver à parler de sujets qu'on parle à la campagne entre agris. Des fois, on se dit des trucs, on n'est pas content. Hein. Mais dès qu'on arrive un peu dans un univers médiatique ou à une tribune, hop, tous les discours deviennent policiers. Tu vois, faut pas. Or, si on veut, à un moment donné, faut prendre un sujet, y aller à fond, accepter des avis contradictoires et se nourrir de ça pour progresser. Et à chaque fois, c'est un peu provoque et puis on essaye de se marrer sur les émissions. Mais comme tu le dis, toujours de proposer des idées pour que ça nourrisse en fait des idées là aussi d'agriculteurs en tant que chef d'entreprise et puis peut-être d'organisation autour. Voilà. Bon, après nous, le co-farming, ça n'a pas vocation à faire du lobbying, mais d'impulser des idées qui viennent du monde de ces startups, du co-farming, avec notre regard. Et puis voilà, ça peut faire avancer la cause commune, puisque notre vision, c'est d'aider l'agriculture à être compétitive et performante. Donc voilà, c'est des idées qui vont dans ce sens-là. Donc voilà, peut-être bientôt redémarrer. Bon, en tout cas, si vous ne redémarrez pas, c'est pas grave. Je pense que je vais piquer l'idée à essayer de le faire d'une façon certainement beaucoup plus modeste, mais ça m'a donné l'idée quand même d'avoir des sujets à l'avenir dans le rendez-vous agri où on essaiera justement de faire, entre guillemets, pas des attaques, mais des discussions. On ne va pas dire les grosses têtes agricoles, mais d'avoir quelques agriculteurs ou youtubeurs qui parlent de climat et d'entreprise, savoir un peu, voilà. Je ne vais pas dire que les uns s'attaquent aux autres, mais de trouver aussi les bonnes formules et puis de dire ce qu'on a à dire sur certains sujets. Je pense que ça peut faire avancer un peu le débat et puis, bon, tout en passant, j'allais dire, entre guillemets, un bon moment d'écoute, quoi, mais ça peut être intéressant. Bon, eh bien, Caroline et Jean-Baptiste, merci beaucoup voilà, de nous avoir présenté votre beau projet. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis beaucoup de papotes, quoi. Donc, voilà, beaucoup de boîtes, si possible, et de pouvoir continuer à la suite. Mais bon, ça, je pense que j'aurai l'occasion de vous suivre de près ou de loin, en tout cas, là-dessus. Et puis, ben, merci aussi à nos auditeurs d'avoir écouté. Alors, désolé, voilà, pour cette reprise, ben, on est en différé. Pour la prochaine, j'essaierai d'être en direct quand même. Je vais essayer de déboguer mon système là avec YouTube. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais bon, voilà, ça c'est des choses qui arrivent quand ils modifient leur système de fonctionnement et quand moi je prends 3 mois de vacances entre deux, ben voilà ce qui arrive. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, ben, nous, on restera en ligne un petit peu, mais je vais couper l'enregistrement après. Donc, merci à vous et puis au revoir et puis à une prochaine. Merci à toi, Thierry.